toutes et à tous et bienvenue dans cette grande émission. Je suis ravie de vous retrouver. Nos enfants sont nés avec Internet et manipulent depuis leur plus jeune âge ordinateurs, tablettes et smartphones. Mais à trop les utiliser, ceux-ci peuvent vite devenir une sorte de drogue numérique avec pour conséquence un appauvrissement de la mémoire, des problèmes de concentration, d'isolement, de violence verbale, voire physique. Dans certains cas, comment se sevrer? Comment faire en sorte que l'écran reste un outil, sa vocation première, et ne devienne pas un besoin? Eh bien, c'est tout le travail de Jacques Broder, consultant en éducation et prévention de la violence, qui met au défi nos enfants de vivre 10 jours sans aucun écran. Comment s'y prend-il? Quels sont les résultats? Comment les enfants, les parents, mais aussi les enseignants réagissent-ils? Eh bien, ce sont toutes ces questions et tant d'autres que nous allons lui poser d'ici quelques instants. Mais d'abord, j'accueille les chroniqueurs du jeudi. Je ne sais pas pourquoi je rigole, parce qu'il n'y a rien de drôle. On n'a pas testé les 10 jours sans écran. Non. Pas encore, mais... Moi, je devrais le faire. Jérôme Aubineau, on va parler écran. On va parler écran et notamment dans les salles de spectacle. Voilà. Avec une petite expérience d'un concert de Jacques Higelin, exactement, qui a arrêté carrément le concert. Enfin, je vous en parlerai tout à l'heure. Et puis, je profite de la présence de notre invité, des cousins québécois, qui sont des défenseurs de la francophonie. Ouais. Et on parlera des mots anglais, c'est pris en sandwich entre la culture anglo-saxonne et la culture francophone. On verra ça tout à l'heure. Merci, Jérôme. Franck Jean, la longévité est une chance. Et oui, Adèle, et oui, cher invité, la longévité est une chance. C'est la thématique de cette chronique, figurez-vous. On va parler avec Jacques et donc, Broder. en 3 parties. La première partie, je vous emmène en Allemagne pour évoquer un phénomène migratoire, vous allez voir, intéressant, comme celui qu'on a vécu avec des retraités français, mais on en reparlera en détail tout à l'heure. Ensuite, les grands-parents. Il y a un beau sujet sur la fonction de grands-parents. Je sais qu'elle est importante. Absolument. Pour garder les enfants. Et puis enfin, ça c'est une promesse que j'ai faite à Adèle, nous nous remettons au sport. Parce que bien avancé en âge, c'est bien évidemment continuer et ne jamais s'arrêter de bouger. Donc on parlera de 2 techniques de marche, version nordique et version afghane également. Afghane, tout à fait. Et bien, vous verrez tout à l'heure. Non, c'est très précis. C'est très très sérieux. Vous allez voir, c'est archi-technique. Donc il faudra bien écouter parce qu'il pas de souci. y a de la technique derrière. Alors nous recevons sur le plateau de la grande... Merci Franck. Nous recevons sur le plateau de la grande émission et on est ravis de recevoir Jacques Broder. Bonjour Jacques Broder. Bonjour madame. Vous êtes enseignant à la retraite, prof de sport. EPS, oui. EPS, consultant en éducation et prévention de la violence, conférencier et initiateur des fameux défis sans écran qui ont lieu en ce moment sur le territoire vendéen et surtout fondateur d'Edupax. En quelques mots, qu'est-ce qu'Edupax, Jacques Broder? Éducation à la paix. Le premier dégât constaté qui avait de l'influence sur le comportement et le langage des enfants, on l'a fait en 86 avec des émissions comme G.I. Joe, Transformers, qui ont ensuite été remplacées par les Tortues Ninja, et les Power Rangers et les Pokémon. Tout ça avec des héros incapables de régler aucun différend, aucun conflit, autrement qu'en exterminant les méchants. Donc, quand on s'inquiète de ça, on proteste. Et puis, on a eu la réponse, la confirmation en 2001, qu'il y avait eu une augmentation de 300% du nombre d'enfants avec troubles graves de comportement dans les écoles élémentaires. Du fait de regarder ces dessins animés? C'était un des 3 facteurs invoqués. Structure familiale, plus fragile, encadrement parental plus ou moins cohérent et la violence comme produit de consommation. Alors, je le dis tout de suite, il y a un site internet d'Edupax, c'est www.edupax.org. Je crois que ça va s'afficher sur l'écran, en tout cas pendant l'émission. Donc, il y a toutes les informations. Vous pouvez même rentrer directement en contact avec Jacques Broder pour parler de l'éducation en général. Et là, on s'intéresse au défi sans écran. 10 jours, vous avez mis au défi des collégiens, c'est ça? D'être 10 jours sans écran dans les collèges vendéens. Ma première question est comment ils ont pris la chose? Comment ils ont pris la chose? Alors, je raconte en blague que la première fois que je les présentais à des collégiens, il y a quelques élèves qui se sont évanouis. On a appelé les pompiers, on les a ranimés, et puis on leur a expliqué, attention, c'est un défi libre. Tu n'es pas obligé de participer. Déjà, ça rassure. Et la deuxième, c'est que pour devenir capable de fermer les écrans, tu n'as pas le choix. Il y a une partie de ton cerveau à qui il faut augmenter le pouvoir de dire aux écrans, télé aux petits de maternelle, télé couché. Et les petits, ils adorent, ils comprennent tout de suite. Aux ados, on ne peut pas faire jouer la télé aux chiens, non? Non. Et on examine d'abord quelques-uns des effets que vous avez mentionnés.
troubles de l'attention, manque de concentration, désensibilisation à la violence. Il y a une fille à côté de toi qui se fait traiter d'un nom que je ne répéterai pas en ondes, qui est blessant. T'es désensibilisé, tu rigoles avec ton copain, tu penses que c'est vraiment drôle. Si tu as conservé de l'empathie, tu as résisté à l'influence, ben, tu vas trouver une occasion de dire à cette fille que ce qu'elle vient d'endurer comme langage n'est pas tout seul, tu es avec elle, tu ne l'abandonnes pas. Si l'empathie chez les êtres humains est affectée par ce qu'on regarde à l'écran, ben, il faut en quelque part sonner l'alarme. Mais l'alarme, ça ne suffit pas, ça, à faire prendre la décision aux enfants de dire, moi, je me prépare à livrer un match contre des professionnels qui me gardent à l'écran. L'idée, c'est pas d'interdire. C'est surtout pas ça. L'idée, c'est de dire, tu es plus fort que ça. Oui. Et si c'était basé sur la culpabilisation, sur les sermons et sur l'interdiction, le jeûne, le sacrifice, ben, on aurait certainement quelques élèves qui participeraient. Non. On s'est rendu compte que ce qui a plus de succès, c'est quand on les amène à voir derrière cette consommation, qu'est-ce que je peux gagner? Et ce qui gagne est formidable. C'est pour ça que le papy qui me demande l'autre jour dans une commune, il me dit, quand vous quittez une commune, vous, les gamins, ils doivent vous détester. Eh bien non. les gamins, ils m'aiment. Ouais. Et pourquoi ils m'aiment? Parce que je leur dis, tu es capable de devenir plus fort que ces professionnels qui te gardent collé à l'écran, immobile, assis le plus longtemps possible. Ils sont payés pour ça, hein? Ouais. Alors toi, si tu réussis à déjouer leur stratégie, toi, tu augmentes ton pouvoir sur les écrans et la partie de ton cerveau qui gagne des vitamines s'appelle le lobe frontal. Ouais. Et les enfants adorent apprendre qu'il y a une partie de leur cerveau qui sert à prendre des décisions et quand tu réussis à y faire prendre cette décision, c'est toi qui marques les points. Il n'y a pas de trophée, il n'y a pas de récompense. Quand vous intervenez dans les collèges, alors au départ c'était une initiative qui s'est faite au Québec, Canada et Québec, et ensuite c'est parce que un organisme, une école d'Alsace, c'est ça en France, a pris contact avec vous pour ramener ça entre guillemets en France. Oui. Quand vous intervenez dans les collèges, et vous êtes intervenu dans différents collèges vendéens, vous intervenez encore jusqu'en mai prochain, c'est ça, sur d'autres collèges. Vous faites, c'est tout le collège qui participe au défi 10 jours sans écran ou c'est qu'une classe? Il y a des collèges qui préfèrent le faire avec les 3e et 4e, d'autres qui préfèrent le faire avec les 6e seulement. Mais dans tous les collèges où ils prennent seulement une classe ou deux, les parents des autres classes disent « Nous aussi, on veut ». C'est ça. Et c'est ça qui est formidable, c'est que dans tous ces collèges où on prend seulement quelques classes, on a une façon d'impliquer les autres élèves sans qu'ils aient accès, évidemment, à la même formation que le groupe privilégié. Et d'après moi, c'est qu'une question de mois ou d'années avant que dans tous les collèges, tout le monde la Vendée qui est en avance sur toute la France. Hein. C'est vrai? Oui, sur la déconnexion des écrans, la Vendée a pris une avance formidable. Et tout le temps que les parents exprimeront aux personnes qui ont pris la décision, y compris le directeur de l'école et les élus du conseil départemental, bien, ce projet, il va devenir traditionnel. Comme il y a dans toutes les écoles, un exercice d'évacuation en cas d'incendie. Oui, ça fait 20 ans qu'il n'y a pas eu d'incendie et on fait l'exercice. C'est vrai, mais c'est bizarre. Vrai, vous avez raison. Et pourtant, l'addiction aux écrans, elle fait des dégâts chaque année. Imaginez si ça devenait un exercice standard annuel. Oui. Le déclic, c'est quoi? Pourquoi vous avez voulu mettre en place ces défis de 10 jours sans écran? Alors moi, je n'ai pas inventé l'idée au complet. J'ai pris l'idée dans une petite nouvelle qui arrive de Californie. Un professeur de médecine, le professeur Thomas Robinson, tente l'expérience dans 2 écoles. Une école B où on continue comme l'année précédente, l'école A où on prépare les élèves, attention, on prépare les élèves à vouloir fermer les écrans. 2 tiers des élèves acceptent dans son projet et ça donne comme résultat diminution de la violence physique de 40 %, diminution de la violence verbale de 50 %, sans punition, sans discours, sans sermon du directeur ou de la directrice, non, ça donne ça. Les effets directs. Exact. Alors, quand j'apprends ces nouvelles, moi, je veux faire comme lui, je lui demande son matériel, il ne peut pas m'envoyer rien avant 2 ans, alors moi, je ne veux pas attendre. Prof de PS, madame, on n'attend pas que quelqu'un donne les signaux, on joue le match. Alors, je décide de mettre bout à bout des expériences que j'avais amenées avec des collègues profs de chez moi. Et puis, ça donne le défi de la dizaine. Et ça se met à marquer des points à chaque endroit où on le vit. Les parents sont emballés et les enfants adorent.
C'est ça qu'il faut... C'est pas quelque chose qu'on impose aux enfants, c'est que les enfants adorent participer à ce défi-là. Liberté. Ouais. Vérité, parce que c'est eux-mêmes qui marquent leurs points. Il y en a 60 quelques points à marquer, 6 points par jour. Et puis, le troisième mot, c'est solidarité. Et pourquoi solidarité? Parce que je promets à tous les élèves qui vont participer à ce match avec leurs copains, leurs copines, de passer les 10 plus belles journées de l'année. Ils me regardent et se disent, il a l'air vraiment sincère, ce Québécois. Il est vieux, il n'a pas l'air d'un menteur. Et je leur dis, je vous livrerai la marchandise, solidarité, liberté, vérité, solidarité. Et c'est ce qui se passe? Est-ce qu'à la fin du défi, ils sont toujours formidable. Convaincus? On évalue vous comprenez qu'on évalue les résultats. Autrement, on n'inventerait n'importe quoi. Sûr, Et puis, dans tous les collèges où je passe, il y a déjà des équipes qui se préparent à distribuer les questionnaires aux parents, questionnaires aux profs et questionnaires aux élèves. Alors, les 3 groupes nous donnent leurs réponses et il y a des réponses savoureuses. Jérôme, vous avez gardé votre question. Oui, vous venez d'y faire écho. Il s'agit des parents et de la collaboration pour mener un tel défi. Il faut éduquer, je pense, les parents, parce que nous aussi, on est devant les écrans. Mais vous la gardez sous le coude? Oui, on la garde. Et les enseignants, on en parlera. Et les enseignants. Je voulais quand même dire une chose, c'est assez incongru de faire une émission sur les défis sans écran à la télévision. C'est-à-dire, non mais on est d'accord, je me suis dit, mais en fait, c'est complètement insensé de faire ça. Mais Jacques, vous en pensez quoi? Mais c'est merveilleux que dans l'industrie de la télévision, il y ait des personnes qui s'inquiètent parce elles ont eux-mêmes des enfants et elles constatent qu'il y a des effets peut-être pervers. Alors, s'il y a des présidents de Facebook qui reconnaissent qu'il y a des Mark dégâts... Zuckerberg. Non, pas... Attends, Marc, vous êtes fâché après lui, mais Sean Parker, son président, Sean Parker. Lui qui a dévoilé que nous avons créé un monstre. Exactement. Alors que dans l'industrie de la télé, il y a des gens qui se rendent compte qu'il y a des effets pervers, et pendant qu'il y en a d'autres qui bourrent la tête des enfants avec de la violence ou des images saccadées pour les surexciter, ben, c'est normal qu'il y ait des personnes qui ne sont pas toutes d'accord, mais qui allument la lanterne, et des émissions comme la vôtre, vous voyez, ça aide. Ce qu'on va faire, c'est que vous regardez la grande émission, puis après vous éteignez. On fait comme ça, avec Jacques. Merci beaucoup. On va en reparler évidemment de ce défi 10 jours sans écran. Mais d'abord, on va faire un point senior avec Franck. Franck Jaon, nous partons en Allemagne. Nous partons en Allemagne, absolument. C'est parti. Puisque passer en fait sa vie à l'étranger, une fois à la retraite, eh bien, voici un sujet qui tente de plus en plus de seniors en Europe. Culture, voyage, découverte, gastronomie, etc. Mais aussi et peut-être surtout un niveau de vie bien meilleur, puisque de nos jours, de nombreux retraités n'hésitent plus à s'expatrier pour vivre mieux. Pendant quelques années, les Français, par exemple, étaient emballés par l'Afrique du Nord, ou encore le Portugal, dont on a parlé d'ailleurs récemment. Moins loin et moins instable que le Maghreb, ce pays européen notamment, c'est les retraités hexagonaux qui s'y installent en fait en masse. Alors on constate la même tendance côté Allemagne, où les retraités en fait cherchent également des pays où le niveau de vie est beaucoup plus accessible, où le coût notamment de l'hébergement en avançant en âge et notamment des maisons de retraite est moins élevé que dans leur pays. Même chose qu'on va retrouver en France. En fait, nos voisins germaniques optent pour la plupart pour la Pologne, puisque si certains partent pour s'y installer, d'autres plus âgés, voire malades, choisissent notamment les maisons de retraite polonaises. Et c'est un sujet qui est en train d'exploser, si je puis dire, en Pologne, puisque que ce soit en France, en Allemagne ou dans d'autres pays d'Europe, eh bien, le développement, la création des maisons de retraite, en fait, a été stoppée pour des questions financières, de coût de la sécurité sociale, mais aussi en lien direct avec l'augmentation de l'espérance de vie. On y entre beaucoup plus avancé en âge, beaucoup plus polypathologique, c'est-à-dire avec beaucoup plus de pathologies, de maladies, tant sur le plan physique que sur le plan psychique, ce qui du coup libère, si je puis dire, des places beaucoup plus rapidement. Mais pour autant, revisite complètement la mission même de la maison de retraite qui aujourd'hui devient de plus en plus médicalisée, avec un coût qui devient de plus en plus élevé. Et pourquoi la Pologne ?
Et pourquoi la Pologne? Parce que, tout simplement, en Pologne, c'est moins cher. C'est moins cher, comme il n'y avait pas de structure, ou très très peu, eh bien les structures pour personnes âgées sont en train de se développer d'une manière exponentielle, avec des coûts, notamment de main-d'œuvre, de coûts des salariés médicaux, paramédicaux. Mais avec la même qualité de service ou pas? Parce qu'il y a cette question-là aussi. On en est au tout début, donc ça fait partie des études, en tout cas des choses que l'on va suivre, mais qui pour autant aujourd'hui révèlent sur le plan qualitatif plutôt des résultats, en tout cas les premiers résultats intéressants. D'accord. Vous allez me détester, Franck. Pas du tout, Adèle. Mais en fait, la deuxième partie, vous n'allez pas pouvoir la faire sur les grands-parents. Il n'y aura pas de deuxième partie sur les grands-parents. Ce que je vous propose, c'est qu'on en parle en troisième partie, si vous voulez bien. Il est malin. Non, mais il est malin, on est d'accord, il est d'une intelligence folle. C'est un petit lien avec notre invité, quand même. Oui, bah, c'est pour ça. Mais la Pologne, c'est pas le premier pays qui me vient à l'esprit, voyez-vous. Voilà, votre aussi. Parce que vous n'êtes pas allemande. Mais je suis d'accord, je suis d'accord, c'est vrai. On verra ça. Non, on verra plus. Merci. Merci. Dans quelques semaines. Oui, c'est vrai. C'est la fin de cette première partie. On se retrouve juste après une courte pause pour reparler du défi sans écran. Mais n'éteignez pas votre téléviseur pour l'instant.